l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Louis-Philippe Dubé au micro principal pour les prochaines semaines. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un collègue du Guide de l'auto. Je pense que c'est notre doyen, on l'appelle notre doyen, hein, Marc Lachapelle. Merci d'être avec nous. L'an dernier, j'animais tout le temps l'émission avec un collègue. Cette année, j'ai décidé de faire une rotation un peu avec des collègues du Guide de l'auto, de loin ou de près, parce que comme vous le savez probablement, la fourmilière fourmille en ce moment pour l'édition 2027 du Guide de l'auto. On a encore plusieurs semaines de préparation devant nous, mais on est un peu en plein dedans. Donc, je vais prendre un peu le pouls de l'équipe durant l'été et savoir les essais, les actualités et puis les dossiers spéciaux sur lesquels on travaille. Mais aujourd'hui, mon premier collègue, je pense, de l'été, c'est Marc Lachapelle. Puis l'émission n'est pas encore commencée, mais j'espère qu'il va revenir déjà d'ici la fin de l'été. Marc, on a une grosse émission quand même aujourd'hui. Oui. On va faire deux blocs. Un premier bloc d'actualité, comme on fait d'habitude. On va revenir sur les dernières actualités dans les dernières semaines. Et puis, pour le deuxième bloc, on va parler de nos essais. Pas des essais nécessairement qu'on a fait cette semaine, mais dans les dernières semaines. Et puis, ça va être intéressant d'avoir un peu ton avis sur des véhicules qu'on a conduits, je pense, les deux. Tu vas notamment parler du Subaru Solterra et du Toyota BZ, qui sont deux véhicules électriques qui sont quand même jeunes dans leur catalogue respectif, mais qui ont beaucoup de vécu parce que il y a eu des hauts et des bas, on va le dire comme ça, mais ça, on va vous réserver ça pour le deuxième bloc. Puis pour ma part, moi, je vais parler du Porsche Cayenne S que j'ai été essayé en Allemagne. Puis en plus, j'ai pu visiter un lounge de recharge à Stuttgart en Allemagne, qui est quand même assez intéressant. On va avoir une vidéo pour vous. Le Guide de l'auto. Marc, le premier sujet que je vais aborder cette semaine, c'est le dévoilement des premières images du BMW X5, un utilitaire très important pour BMW, surtout en Amérique du Nord, un utilitaire qui est assemblé en Amérique du Nord, d'ailleurs, à Spartanburg, en Caroline du Sud. Oui, exactement, c'est là. Je me rappelle tout le temps, je me rappelle jamais c'est lesquelles Caroline, mais j'avais été près de l'usine pour essayer des prototypes, en fait, des premiers exemplaires qui étaient sortis de l'usine. Ça, c'était il y a quelques semaines de ça, puis j'en avais parlé à l'émission avec Antoine puis Hugues, mais on n'avait pas le produit final du véhicule. Alors là, on a eu les premières images. Puis à cet effet-là, je veux dire, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire sur ma page Facebook, puis qui était quand même assez intéressant, qui m'a dit « Ça me prend toujours 2 ans à m'habituer au design BMW. » Ah ouais. Moi, je trouve pas cette fois-ci. Non, c'est vrai, hein? Moi non plus, mais je trouve ça intéressant d'en parler parce que justement, je vais avoir ton opinion sur le design. Moi, je trouve ça, c'est que la calandre avec les deux gros naseaux. Oui. Ça, c'était très controversé. Ce qu'ils appellent les palettes ou la calandre réniforme, mais exagérée. Les dents de castor, où tous les surnoms sont passés. Ouais. Puis moi, j'ai fini franchement par m'habituer, puis je pense que ça va être correct, mais ça a pris des années. Ouais. Mais le nouveau X5, moi, quand je l'ai vu, moi, j'aime ça beaucoup. Le Neue Klasse, en fait, ça me rappelle la 2002. La 2002, c'est vraiment... C'est comme un coup de tonnerre. J'avais essayé il y a des années. Ouais. J'avais essayé, BMW avait apporté 45 voitures pour toute l'histoire de la série 3. C'était il y a quand même une bonne trentaine d'années. Oui. Puis avait apporté ça en Espagne, puis on essayait à mesure, on suivait l'évolution. Quand je suis arrivé, j'ai conduit la 2002, c'est une révélation. J'en conduirais une aujourd'hui, tellement là, ça fait un bout de temps que je l'ai conduite, là. Ouais. Tellement c'était raffiné, équilibré, moderne. Puis, donc, un rappel de 2002, moi, je trouve ça excellent. Parce que le nom Neue Klasse ne date pas
tout dernièrement. Là, c'était déjà un nom qui existait chez BMW. Alors, on va chercher un peu des traits caractéristiques de l'héritage de BMW avec ce véhicule-là. Pour rappeler un peu qu'est-ce qu'on avait expliqué la semaine dernière, le X5 débarque avec 5 groupes motopropulseurs. On a l'hybride léger qu'on connaît toujours, le 40 X-Drive, l'hybride enfichable, le 50e X-Drive. On a le tout nouveau iX5 qui est le entièrement électrique. Et puis, on va avoir diesel qui va rester probablement dans d'autres marchés que le nôtre. Et évidemment, éventuellement, un à pile à combustible d'hydrogène, FCEV, qui va être quand même assez intéressant. Je trouve ça drôle d'en parler de ça parce que il y a très peu de constructeurs qui grattent toujours encore ce mode de groupe motopropulseur. L'hydrogène. Pourtant, ça fait longtemps. Hyundai, Toyota, BMW, mais on ne lâche pas. Puis c'est très intéressant. Ça va être pour une autre discussion, l'hydrogène versus l'électrique. Ça peut durer toute l'émission. Par contre, je trouve ça intéressant. 5 groupes motopropulseurs. Moi, j'ai pu essayer l'hybride léger, l'hybride enfichable, ainsi que le entièrement électrique. Pour pas m'étaler sur ces essais-là, parce qu'on a déjà parlé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines de ça, les groupes motopropulseurs thermiques ne changent pas réellement. Il y a quelques mises à jour du côté de l'hybride léger. On a amélioré le freinage récupératif là, un petit peu. Du côté de l'hybride enfichable, on a fait des améliorations à la batterie, mais aussi à la fluidité avec laquelle les deux groupes travaillent ensemble, électrique et thermique. Puis, de iX5 est entièrement nouveau. Alors, à l'intérieur du BMW X5, on a adopté pas mal tout ce qu'on a amené avec la Neue Klasse, c'est-à-dire l'écran qui est en forme de parallélogramme un peu là, de 17,9 pouces, si je me trompe pas. L'écran du côté du passager, ça c'est quelque chose qu'on voit maintenant, qu'on n'avait pas vu nécessairement dans le iX3, mais qu'on voit du côté du X5. Je dis le iX3 parce que c'était le premier véhicule lancé sous le nom de la Neue Klasse. On a aussi le Panoramic Vision, cette espèce d'écran-là qui est pas un écran en fait, mais qui est dans le bas du pare-brise. C'est un reflet ou une projection? Comme une projection à tête haute, mais pas si haute que ça, qui permet, là, on peut de l'écran à droite du volant, on peut glisser des tuiles là, vers cette projection panoramique-là pour avoir des informations qui complémentent, là, si on veut, cet écran-là. Au début, moi, je pensais que ça allait entraver un peu ou être gênant pour la conduite, mais ça ne l'est pas nécessairement. C'est vraiment au bon niveau. Des affaires que j'aime moins dans cet habitacle-là, c'est le fait qu'il manque beaucoup de commandes physiques. Ah, tiens. Alors, c'est un sujet qui est riche, ça. Puis c'est un sujet on en parle tout le temps maintenant. Puis BMW a été avec un écran qui est près du conducteur, quand même très clair, très accessible, mais ça manque. Hein, ces boutons-là, ces commandes physiques-là. Et puis, le volant. Tu sais, Marc, quand j'embarque dans un X5, on dirait que je peux le faire les yeux fermés, puis quand je prends le volant, je sais que j'ai un volant BMW entre les mains. C'est un bon un volant épais, rembourré. Surtout les M. Là, les M, les volants M. Et là, maintenant, cette forme-là du volant qu'on a dans les Neue Klasse, en fait, le iX3, la i3 qui va arriver, que moi, j'ai pu voir en modèle prototype. Et puis, le X5, je trouve que c'est un volant spécial. C'est différent. C'est très variable. Moi, c'est drôle parce que plus tard, on va probablement parler d'un véhicule qui a un volant, c'est des carrés arrondis. Puis ça dépend, mais je pense au Solterra. Je vole un punch. On va en parler tantôt. Mais puis c'est très, très naturel. Moi, c'est venu, je me suis senti dans mon calepin de notes, je prends encore des notes, immédiatement, je me suis senti à l'aise. Ça dépend, je pense que ça dépend de la forme du volant, la taille du volant, de la manière qui est formée, qui est sculptée. Oui. Parce que des fois, c'est agaçant. Ça peut devenir agaçant, mais en tout cas, bref. Oui, absolument. J'ai toujours pensé qu'on parle de volants carrés. Là, il n'est pas carré, mais les volants qui sont qui ont une forme plus rectangulaire, c'est inspiré des formules, par exemple, où est-ce que tu n'as pas de place pour les genoux, tu n'as pas de place pour les jambes, donc les volants sont comme ça. Mais on donne une impression de sportivité. Puis des fois, en ville, ça dépend de la direction. Je suis allé l'an dernier au lancement du RZ, du Lexus RZ 500. 500, même 550, en Europe. Puis honnêtement, je suis allé à ce lancement-là, surtout pour essayer la direction électronique, steer-by-wire, qui est offerte au Japon, qui est pas offerte ici encore. Mais ce modèle-là a un volant
parfaitement rectangulaire, puis très étroit. Là. Oui. D'ailleurs, ça explique la configuration des cadrans. Là. On pourra en parler à un autre moment. Oui. Le volant rond des BZ, il cache complètement les instruments parce que c'était conçu, je suis convaincu que c'était conçu en fonction de ce volant-là rectangulaire. Mais tout ça pour dire que je comprends, on n'a pas toujours un accord parfait où on n'est pas immédiatement à l'aise avec ce type de volant-là. T'as raison. Pour terminer, le volet du BMW X5, en fait, je veux parler d'autonomie parce que c'est 700 km d'autonomie estimée selon le cycle nord-américain de l'EPA. C'est intéressant parce qu'on a vu ça dans le iX3. Bon, on l'a vu. On l'a pas testé en conditions québécoises, dans notre climat, etc. Mais c'est assez extraordinaire. Ça va quand même surclasser des rivaux qui sont là. Pas si vieux que ça dans le segment. Hein. Je pense à Polestar 4, par exemple, ou je pense à même le GV60 qui a 430 km d'autonomie. Là, je parle pas en comparativement au X5, mais dans le gros segment des utilitaires de luxe électrique. 144 kWh de format de batterie. Et puis, la batterie diffère là, de celle du iX3 par la longueur de ces cellules qui sont plus hautes parce que la garde au sol est plus haute. Donc, j'ai vraiment hâte de mettre à l'essai ce véhicule-là, le iX5, du côté de chez nous, pour une semaine en plein hiver, pour voir vraiment comment que ça va rivaliser avec les rivaux dans le segment, mais aussi avec notre climat, parce que justement, on s'en vient là très bien dans ces autonomies-là avec 700 km. Puis un plafond de recharge qui est à 460 kW, je pense aussi. Oui, exactement. Moi, j'appelle ça plafond de recharge. On dit vitesse, mais en fait, c'est la puissance maximale qui peut accepter. 460. Oui. Je pense que c'était 400 kW avec le iX3, puis peut-être qu'on va en chercher plus avec le X5. Là. Mais oui, ça s'en vient. Puis bon, il faut le rappeler, c'est toujours le véhicule qui décide combien de vitesse de recharge, combien de puissance de recharge qu'il est capable d'accepter. Quand il fait moins 20 puis le véhicule a été stationné pendant 4 heures, c'est sûr que ça sera pas cette puissance-là bien en deçà de ça, mais quand même assez intéressant. Puis les rivaux, il faut qu'à un moment donné qu'ils commencent à améliorer leur puissance, non seulement la puissance de recharge, mais aussi leur niveau d'autonomie. Parlant de véhicules électriques, parlant d'autonomie, parlant de puissance de recharge et de tout ça, Polestar. Parce que ça, c'est un gros dossier. On a eu cette semaine la nouvelle que Polestar, les véhicules Polestar ne pourront plus être commercialisés aux États-Unis. Ils vont continuer à être commercialisés chez nous, mais aux États-Unis, c'est terminé. Et les 32 concessionnaires aux États-Unis en ce moment, ils sont en train de trouver là exactement qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec tout ça. Et heureusement, du côté de chez Volvo, on est capable de prêter main forte, peut-être dans certaines concessions avec des détails techniques. On le rappelle que Volvo et Polestar sont tous deux sous le parapluie de Geely. À différentes proportions et à différentes participations. Mais c'est quand même une très grosse nouvelle. C'est une grosse nouvelle. C'est tombé... c'était un coup de théâtre, vraiment. Ouais. Ce qui est frappant, c'est la différence entre, encore une fois, les États-Unis. Mais ça, c'est arrivé. Faut dire pourquoi. Pourquoi que ça arrive? Bon, c'est ça. Polestar est touché par une décision qui était... En fait, c'est une loi, c'est un règlement qui a été promulgué du temps de Joe Biden. On peut blâmer le président actuel de bien des choses. On peut l'accuser de bien des mots. Mais dans ce cas-là, ça a été adopté sous l'administration du président Biden. Puis ça s'appelle, je regarde pour être sûr, ça s'appelle le Connected Vehicle Rule. Oui. Puis c'est appliqué par le Department of Commerce, c'est le ministère des Finances ou de l'industrie. Puis ça vise, en fait, ça bannit des véhicules qui ont de l'équipement et ou des logiciels chinois ou russes en songeant au risque de sécurité possible. C'est possible ou probable. Moi, ça m'a rappelé l'affaire Huawei. Je sais pas comment on prononce ça. Huawei, oui, exactement. Toute l'histoire qu'il y a eu. Le Canada est impliqué là-dedans un peu malgré lui. Là, à l'époque, quand il y a eu l'arrestation de une des dirigeantes, une des dirigeantes de cette compagnie-là. Un peu pour les mêmes raisons. Puis il y avait des
des questions sérieuses qui étaient posées sur la sécurité des données, des appareils Huawei, des cellulaires, puis aussi les réseaux 5G. Là. Ils sont pas mal moins dans les nouvelles actuellement. Puis ironiquement, Huawei fabrique aussi des véhicules, d'excellents véhicules électriques. Alors, c'est ça, pour les concessionnaires américains, c'est vraiment une catastrophe. Oui. Je peux simplement imaginer ou présumer qu'il y en a qui sont dont les propriétaires sont aussi impliqués dans des concessions Volvo. Je serais pas étonné du tout. Là. Ce qui est drôle, par exemple, c'est que Volvo a eu le droit, un passe-droit dans cette loi-là, parce que, évidemment, on l'a dit, sous le parapluie de Geely, des véhicules qui sont assemblés. Volvo a une usine en Caroline du Sud aussi, où est-ce qu'on assemble le EX90, et on assemblait aussi le Polestar 3 dans cette usine-là. Donc, c'est drôle que sous la même compagnie, là, on disait participation différente, la façon que c'est fait. Ils se sont éloignés. Mais les équipements, ça ressemble beaucoup. Volvo a eu un passe-droit. Moi, je pensais tout le temps, je me disais, parce que justement, Volvo assemble le X90, on a une empreinte manufacturière aux États-Unis. Les États-Unis ont dit, OK, c'est correct, tant que les données restent ici, etc. Peut-être qu'on a eu une entente. Parce que souvent, c'est ça. Le problème avec les données personnelles, c'est que les États, à travers le monde, veulent garder les données en terrain, mettons, nord-américain, pour pas que les données voyagent un peu partout, pour garder ces données-là. Peut-être que du côté, et là, on met des théories en l'air, là, mais peut-être que suppose, du côté de chez Volvo, on a accepté de garder les données aux États-Unis. Peut-être que chez Polestar, on a dit on peut pas garder les données aux États-Unis pour une raison X ou une raison Y parce que les systèmes ne sont pas pareils. Ou il y a peut-être c'est une question de fournisseur. Il y a un fournisseur russe, par exemple, qui offre un module pour le Polestar 3. Puis, il n'est pas offert dans le EX90. On n'a pas trouvé un autre fournisseur ou le fournisseur du EX90 ne peut pas se commettre. Ça peut être toutes sortes d'affaires comme ça. Puis, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler de ce Connected Vehicle Rule. Rule, plutôt, oui. Parce que je pense que beaucoup de constructeurs qui ont dû un peu tomber en bas de leur chaise en voyant ça. Puis, il y a beaucoup de constructeurs qui s'attendent à ce que ça ait des conséquences, une suite. C'est quand même mais ce qui est intéressant pour les acheteurs canadiens et québécois aussi, parce que Polestar est très populaire au Québec, c'est que Polestar, dans son communiqué officiel, a confirmé qu'elle allait poursuivre le développement, parce que le gros du marché pour Polestar, c'est en Europe. Je pense que c'est le marché américain comme tel, c'est seulement 6% de leurs ventes, contrairement à beaucoup d'autres marques. Et puis, finalement, ils veulent se concentrer sur l'Europe. L'Europe, je pense, c'est 76%. Alors, c'était écrit qu'ils allaient continuer à développer pour l'Asie du Sud-Est, l'Europe de l'Est, l'Amérique du Sud, et puis le Canada. Le Canada a été nommé en toutes lettres. Puis je peux pas m'empêcher de penser que ça ressemble au présent et à l'avenir du Canada avec les politiques américaines actuelles. Puis en pensant au premier ministre Carney qui est en train d'étendre, pas ses tentacules, mais de lancer de créer des liens avec d'autres économies. Je pense que c'est quand même, une bonne nouvelle pour le marché canadien. Puis à première vue, là. Il y a eu d'autres propositions de loi aux États-Unis, dont le Motor Vehicle Modernization Act of 2026, qui interdirait les véhicules, la commercialisation de véhicules dont une participation directe ou indirecte d'un gouvernement étranger adverse comme la Chine. Alors ça, c'est une proposition, là, c'est un acte. Et aux États-Unis, donc ces véhicules-là ne pourraient pas être commercialisés. On en a parlé à l'émission un petit peu, puis vu qu'on en parle, je voulais le rappeler. Parce que c'est complètement loufoque à cause que, par exemple, Mercedes-Benz, le groupe chinois BAIC a quasiment 10% de participation dans Mercedes-Benz. Donc, Mercedes-Benz ne pourrait pas vendre de véhicules aux États-Unis. Donc, c'est un acte. Bon, c'est un projet de loi, là, mais c'est pas encore fait. Puis aussi, il y avait un autre projet de loi qui était The Protecting America from Chinese Car Act, qui voulait empêcher l'entrée aux États-Unis de véhicules qui sont de fabrication chinoise, par exemple, d'entrer aux États-Unis. Donc ça,
ça l'empêchait, par exemple, un véhicule canadien, une Tesla, par exemple, canadienne, de rentrer aux États-Unis parce qu'elle a été assemblée à Shanghai. Donc, tu sais, on repassera pas sur ces lois-là parce qu'on en a déjà parlé, mais il y a toutes sortes d'affaires qui se trament. Et je vais le répéter comme je l'avais répété la dernière fois, c'est beaucoup de bras de fer pour avoir des ententes commerciales, beaucoup plus que s'en prendre au char puis à la technologie puis tout ça. Alors, des fois, il faut regarder ça avec un grain de sel, mais ça fait peur ça fait mal à l'industrie, ça fait peur aux concessionnaires, évidemment, dans le cas de Polestar, les 32 concessionnaires aux États-Unis. Et puis, la planification est rendue tellement difficile à cause de ça maintenant, puis pour les constructeurs qui ont besoin de temps pour planifier des produits. Oui, puis on parle de ça en pleine période il n'y a pas eu beaucoup de renégociations de l'accord de libre-échange. Oui, le 1er juillet, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Puis non, il ne se passe rien du tout. Ouais, puis là, c'est de voir où ça s'en va, ça aussi, de ce côté-là. En fait, quand on avait renégocié cette entente-là, c'était sur une très longue période. Maintenant, les États-Unis veulent la renégocier plus souvent. Alors, chaque année. Écoute, c'est un cauchemar pour la planification de produits. Ça, il faut le dire d'emblée, du côté de l'automobile, mais aussi de toutes les autres industries. Donc, c'est ça, ça peut affecter les consommateurs. Le Global, le GRC, l'Association canadienne des constructeurs mondiaux, là, a émis un communiqué, puis là, à peu près tout le monde est membre de ça, en voulant dire, nous, on veut garder, en gros, le libre-échange, l'absence de tarifs, puis tout ça, ils se sont manifestés pour des raisons assez évidentes. Oui, assez évidentes. Toujours une autre victime des guerres tarifaires, la belle petite camionnette Slate électrique, abordable. Bon, on a sorti son prix aux États-Unis. C'est 25 000 US, là, à peu près. À 10 près. It's a blank slate à ce prix-là, comme pour utiliser un canevas blanc. Aux États-Unis, donc elle est assemblée aux États-Unis, mais elle ne pourra pas pour le moment, être commercialisé au Canada. Évidemment, on peut revenir sur les informations sur ce véhicule-là. C'est une petite camionnette avec une caisse de 5 pieds, une autonomie pouvant aller jusqu'à 330 km, puis un prix qui est extrêmement abordable, assemblé aux États-Unis, etc., etc. Mais je suis très triste que cette camionnette-là ne pourra pas être commercialisée chez nous parce que c'est le genre d'affaires. Moi, les auditeurs le savent, je suis un fan du Maverick, là, de la petite camionnette. Je trouve que c'est amplement suffisant. Toi aussi, c'est ça. Oui. C'est amplement suffisant pour une bonne partie des besoins d'un citadin comme moi. Là, peut-être pas quelqu'un qui est un petit peu plus loin, qui a des besoins de transport plus élevés que les miens. Mais Maverick, mieux, en fait, c'est plus compact qu'un Maverick. Plus petit, plus compact qu'un Maverick. Moi, ça me rappelle, je suis doublement triste parce que quand j'ai vu arriver, quand j'ai vu les premières photos du Slate, moi, mon premier véhicule, dans un autre siècle, c'était un Scout. Un Scout des années 60. Puis, le profil, là, quand on voit les photos qu'on a vues le plus souvent du Slate, le modèle de base, la cabine à 2 places, c'est mon Scout. Ouais. C'était un 66 ou un 67 que j'ai eu, qui était pas un véhicule rapide. Honnêtement, quand le Scout, la marque qui a été achetée et qui va être relancée par Volkswagen, j'ai dit, je m'achète un Scout. Mais je m'achète un Scout, c'est 100 000 $ américains, je pense. Peut-être que je vais me garder une petite gêne de ce côté-là, mais quand j'ai vu le Slate, honnêtement, je pensais à me promener avec mes petits-enfants, puis avoir ça. On peut transformer ça en 5 places. Bref, je suis parfaitement d'accord. C'est triste de voir que ça ne sera pas offert. Le Slate, c'était une camionnette très simplifiée. Absolument. Du côté de l'infodivertissement. Par exemple, on parlait de données. Tantôt, on parlait de collecte de données personnelles. Le Slate se connecte sur votre téléphone. Il n'y avait rien, c'est ça que j'allais dire. On le met en l'horizontale sur le petit support qui est là, puis on part avec ça. Moi, j'étais un gros fan parce que je me disais, c'est comme le principe du flip phone of cars, là, tu sais, c'est celui qui est la base. La base, on n'essaye pas de surclasser ou de faire monter la facture si on veut, à part si le client le demande. Puis là, il y avait une panoplie d'options qu'on pouvait monter une camionnette Slate. En tout cas, fait que pour le moment, pas de commercialisation au Canada. Les choses peuvent peut-être changer parce que comme on le disait tantôt avec les accords de libre-échange qui changent selon les humeurs de tout le monde, en ce moment, ça peut peut-être changer.
Mazda MX-5, Marc. Je voulais en parler de ça avec toi parce que t'es comme mon gars de Mazda MX-5 parce que justement dans le livre, d'ailleurs la dernière fois qu'on en a parlé, c'était lors de l'émission qui célébrait la 60e édition du Guide de l'auto. Okay, oui. Et puis, on avait enregistré cette émission-là ensemble. Si vous l'avez pas vue, je vous encourage d'aller la voir parce que c'est une émission qui est intemporelle, en fait, à TVA, en rappel. Je pense qu'on avait parlé beaucoup de certains coups de cœur. J'étais au lancement. Tu avais été au lancement. À Hawaï en 89. Exactement. Ouais. Alors, dans les actualités aujourd'hui, c'est... en fait, c'est une actualité que je veux qu'on prenne avec un grain de sel. Parce que l'actualité est sortie, c'est le directeur de Mazda en Australie qui s'est entretenu avec un de nos collègues de chez Car Express, je pense, en Australie, puis qui a dit, la prochaine génération de la MX-5, ça se peut que ça soit la dernière avec un moteur thermique. C'est quelque chose qu'on a déjà entendu dans l'industrie puis qui n'est jamais arrivé. Fait que... entendu puis écrit. Moi, j'ai écrit... bientôt la dernière chance. D'ailleurs, c'est moi qui fais encore le texte sur la MX-5 dans le guide sur lequel on travaille. Écoute, avec raison, moi je pense que tu devrais l'avoir. Je veux partager. Évidemment. S'il y a un trésor qu'il faut partager, c'est bien la MX-5 qu'on appelle la Core Miata, malgré ce que... Oui, je l'appelle encore la Miata. Oui, tout le monde, parce que c'est le nom affectueux pour la voiture. Ouais. Puis j'ai repris une GSP. Moi, celle que j'aime, c'est la GSP à cause du côté sportif qui est plus marqué. Il y a des gens qui vont s'acheter une GT pour avoir... plus d'équipement. Oui, l'équipement, c'est plus cossu, les sièges de cuir, puis tout ça, mais la vraie pour moi, c'est le Roadster, puis encore là, la RF. La RF avec le toit rigide escamotable, ça m'a intéressé. J'en ai vu une sur la route hier, puis je vois c'est vraiment joli. Ouais. Et moi, j'aime mieux le Roadster, c'est hallucinant, c'est facile de baisser la capote, puis de la ramener d'un seul mouvement du bras droit. C'est plus simple qu'un système électrique. Là. On est là. Mais pour amuser un peu, là, j'utilise un anglicisme, là, mais pour entertain cette nouvelle-là, une Miata, une MX-5 électrique, ça défie un peu tout le but on est de ce véhicule-là, parce qu'avec le poids, surtout le poids, mais juste l'engagement là, avec le conducteur, le côté tactile. J'ai l'impression qu'on serait pas capable, parce que en utilisant les technologies actuelles de batterie, peut-être avec des batteries sèches, avec les batteries qui rapetissent à vue d'œil, là, qui deviennent de plus en plus compactes, plus légères. Le prix aussi. Le prix aussi, peut-être, mais juste dans le format de la MX-5, à l'heure actuelle, c'est quasiment impensable. Tu sais, on pouvait trouver ça impensable pour un autre grand classique, qui est la Porsche 911. Mais là, on en a une, la Porsche 911, qui est hybride actuellement. Hybride, oui. Mais elle a réinventé. Celle-là aussi, j'ai fait le texte à ce moment-là. Ouais. Non, c'est drôle, parce que moi, je peux pas m'empêcher de penser qu'il va y avoir de la place. Il faut absolument qu'il y ait de la place pour des voitures qui vont à moteur thermique, mais qui vont utiliser un carburant synthétique. Qui ça, c'est intéressant. Oui, c'est ça. Ouais. Porsche a dépensé des millions et des millions de dollars. Ils ont une base, ils ont un laboratoire en Argentine, là. En Argentine, il y a en plein désert d'Atacama, où est-ce qu'ils travaillent en collaboration avec probablement des pétrolières. Ça, ils seront du bon côté des choses pour Absolument, une fois. Moi, je crois à ça. Tout ce qui est voiture exotique, il y a un retour, là. Il y a un retour vers le thermique par d'autres, dans un autre esprit, mais ça, pour la beauté, le côté auditif, puis tout ça, tout ce qui fait le charme de moteur thermique, c'est pas tout le monde qui comprend ça, mais celles qui aiment ça, avec un carburant synthétique, mais là, tu sais, c'est pollution nulle, là, si on peut en arriver à ça. Puis, c'est intéressant que tu parles de carburant synthétique parce que cette année, en Formule 1, toutes les écuries doivent développer leur propre carburant synthétique en collaboration avec... j'ai parlé, moi, avec des gens, par exemple, chez Red Bull, et je pense qu'ils font affaire avec Chevron. Du côté de chez Audi, je pense que c'est avec BP. Peut-être que je me trompe, là, des pétrolières, mais je pense que c'est ça. Shell est à quelque part là-dedans. Shell est à quelque part là-dedans. Mais c'est intéressant parce que si on arrive à développer des carburants
carburants qui sont stables, qui fonctionnent bien, puis commencer à le faire à l'échelle et qui sont durables parce que le règlement, il faut que ça soit de source durable, ce carburant-là. Donc, on n'utilise pas des énergies qui sont trop... qui sont renouvelables. On doit utiliser des énergies qui sont renouvelables pour faire ce carburant-là, d'où le fait que cette usine-là de Porsche là, est pour l'énergie, l'éolienne, etc., l'eau, c'est très important. Puis le plus on va en parler, plus le développement va avancer, plus ça coûtera pas 150 pièces le litre. Là, puis, il va quand même y avoir une production de chaleur. Là, moi, je suis ni chimiste ni physicien. C'est ça. C'est pas. Mais là, bon. Des résidus de combustion, il y a quand même. Nul, ça, je sais pas. Ouais, c'est pas nul, mais moi, il y a de l'espoir de ce côté-là. Je pense. Absolument. Un véhicule qui quitte le marché canadien. On parlait de ces véhicules-là cette année, mais l'Alfa Romeo Tonale, je vais en parler brièvement parce que je trouve que c'est un véhicule qui avait du potentiel, mais que ça a quand même... Chez Alfa Romeo, là, c'est difficile. On a amené ce véhicule-là. En fait, les véhicules qui restants, c'est des véhicules qu'on aime beaucoup. Je pense la Giulia puis le Stelvio qui sont encore là, mais du côté du Tonale et de son frère, le Hornet. Ça a été retiré du marché. Son regretté frère, le Hornet. Parce que ça avait beaucoup plus de sens peut-être du côté du Tonale. On vendait beaucoup plus de Tonale aussi. Mais tu sais, au Canada d'ailleurs. Ben c'est ça. Je regarde l'an passé, au Canada, 266 ventes, 266 Tonale, c'est une baisse de 50,2 Puis au Québec, chute de 68,4 Alors, tu sais, les ventes sont non, c'est pas rendez-vous, là. Puis, je pense qu'il y a une question de prix aussi. La structure de prix n'était pas même favorable. Les gens n'avaient pas confiance à la mécanique non plus. C'est un nom qui est sacré. Moi, à mes yeux, en tout cas... J'espère qu'ils vont, avec tout le brassage de marques là, chez Stellantis, c'est pas le segment Stellantis, là, mais j'espère qu'ils vont... C'est le plus bel écusson de l'industrie automobile, du monde de l'automobile, à mes yeux, en tout cas. Puis j'espère vraiment qu'ils vont continuer. Justement, on parlait de Giulia, puis cet esprit-là va rester là. L'architecture Giorgio. Là, Giorgio, est-ce qu'elle va avoir une suite? C'est ça, est-ce qu'ils vont la faire évoluer? Il faut juste espérer. Parce que ça serait je trouve que ça serait une tragédie. Oui, ça serait une tragédie. Surtout des acheteurs qui veulent se distinguer des véhicules allemands, par exemple. Il y en a tellement. Là, quand tu peux acheter un Alfa Romeo, si la Giulia avait une suite, pour moi... Encore là, c'est un véhicule, c'est une berline. Il y a toutes sortes de variables qu'on n'a pas à l'heure actuelle. Mais comme tu disais tantôt, avec le retour un peu ou le changement de direction qu'on fait avec les motorisations thermiques, ben ça se peut que peut-être qu'on puisse avoir quelque chose qui a du cachet chez Alfa Romeo à nouveau. Honda Element. Ça c'est drôle, hein? Le Honda Element, le cube sur 4 roues, qui était pas très efficace côté consommation de carburant. Entre autres, qui avait toutes sortes de petits défauts, mais qui a un peu ouvert le chemin là dans les années 2000 à certaines formes ou certaines... ça n'a pas été le premier, je pense, véhicule qui a été cube, là, mais on en a vu toutes sortes après. Il y a eu le cube aussi ailleurs, mais qui n'était pas dans le même esprit. Moi, je trouve que c'est un véhicule qui vise les jeunes, mais qui a atteint les boomers. On peut en nommer une liste de ça. Les gens de ma génération qui ont acheté ce véhicule-là, qui était pas... toujours le plus pratique et le mieux conçu, malgré les apparences, puis tout ça, c'est sûr que c'était bien, mais les portières arrière qui étaient à charnière inversée, là, mais déjà, c'était un peu agaçant d'entrer, sortir, puis tout ça. Mais pourquoi qu'on en parle aujourd'hui, c'est que, justement, Honda pourrait le réanimer un peu sous la forme d'un véhicule hybride, dans l'esprit que les véhicules à vocation aventurière on la cote en ce moment. Alors, on peut... moi, je le trouvais pas si aventurier que ça dans ce temps-là, mais mais quand même peut-être de son volume intérieur, de la façon à laquelle ce véhicule-là était présenté. Peut-être que dans son segment, c'était plus aventurier que certains des rivaux. Mais une nouvelle génération de moteurs hybrides chez Honda, puis on pourrait ramener un élément Trail Sport, par exemple. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait vendre. C'est sûr que ça va être plus dispendieux proportionnellement à ce que c'était le élément. Mais
chez Honda, ça peut être intéressant. Oui, puis les versions Trail Sport, je pense au Passport, ça aussi, j'ai eu la mission, la responsabilité de faire le texte sur le Passport. Le Trail, la version Trail Sport est vraiment super réussie. Ouais. Ça a été essayé à l'émission plus tôt, puis j'étais parfaitement d'accord avec les conclusions de mes collègues. Ouais. Puis effectivement, c'est un heureux mélange c'est rien de trop radical, c'est pas un vrai 4x4 du tout. Puis là, évidemment, l'Element le sera encore moins. Là, l'autre question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça serait traction, 4 roues motrices, intégrale ou pas? Ouais, c'est une autre affaire. On verra. Oui, on verra. Ouais. Mais il y a des brevets qui ont été déposés, puis peut-être qu'on va c'est pouvoir... ça, avec un profil semblable. Avec un profil semblable, ouais. Donc je trouve ça quand même assez cocasse. Ouais. Les premières images de la nouvelle Hyundai Elantra ont sorti. Hey, c'est quelque chose, ça paraît. Oui, parce que on n'a pas beaucoup de données officielles. Ça a été dévoilé dans le cadre du salon de l'auto de Busan, en Corée du Sud, évidemment, avec Hyundai. Très intéressant parce que moi, l'Elantra actuel, j'ai eu beaucoup de difficultés avec la façon qu'on l'a présenté, le design. Je trouve un véhicule qui est quand même assez gros, qui est quand même assez spécial à regarder. Puis là, on pousse la note, mais je dois te dire que j'haïs pas ça. Je trouve que, tu sais, c'est très audacieux. Je suis sûr que la façon que tu me regardes, t'as une opinion un peu différente. Un peu. Moi, je m'ennuie encore de l'Elantra 2012, là, qui était super élégante. J'ai jamais compris. Tellement différent. Ben oui, c'est ça. Hyundai appelle ça the art of steel, l'art de l'acier ou du métal. L'acier. Hey, sur une Elantra. Là, moi, j'appellerais ça brutaliste. Là. On a vu ça, tu sais, l'architecture brutaliste. Puis, écoute, je pense que j'ai pensé à ça quand je prenais des notes, puis je pensais. Je me suis dit, Louis-Philippe va peut-être accrocher. Ça me fait penser à une Porsche 935. Okay. Avec les ailes arrière complètement gonflées, hypertrophiées. Là. Ouais. Je sais pas, je trouve ça juste brutaliste. Pour moi, c'est ça. Ça rappelle, ça m'a fait penser à l'étude au concept Boulder qui a été présenté au Salon de New York, je pense que cette année. C'était sûr, c'est un 4x4, mais c'est un petit peu la même chose. Les ailes vraiment exagérées, vraiment renflées, très puissantes. Là. C'est puissant pour c'est puissant pour l'Elantra, on va le dire. Si l'on regarde, par exemple, quelqu'un qui est pas nécessairement dans l'industrie automobile comme nous, qui se rappelle de l'ancien modèle de l'Elantra, mais peut-être pas du nouveau, qu'un véhicule qui a pas passé sous le radar là au Québec parce qu'on en a vendu des tonnes et des tonnes depuis son introduction. Mais quand que tu regardes, par exemple, les anciens modèles de l'Elantra, tu regardes ça, c'est complètement différent. C'est ça. Puis écoute, c'est allongé. 4765 mm. On n'est pas loin de 5 mètres, là. Et puis elle est plus grosse, tu sais, où on s'en va, tu sais, on parle des compacts. Moi, je me rappelle quand c'est apparu ce terme-là dans l'automobile, compact. Ça veut dire des choses vraiment différentes. Maintenant, c'est ça. Ouais. On essaie les compacts qui demeurent, on essaie de les agrandir pour qu'ils ressemblent à des utilitaires, puis après ça, on va oublier qu'ils sont des compacts. Et voilà. On va avoir des détails sur l'Elantra plus tard, parce que là, on a vu des images de la Avante, là, qui est l'Elantra là-bas, mais ici, on la commercialise sous le nom de Elantra. On va avoir probablement des moteurs qui sont similaires à ce qu'on a en ce moment, mais on va vous en parler au fur et à mesure que ça va rentrer dans nos boîtes de réception. Pour terminer le bloc de nouvelles, je veux parler du Lamborghini Urus SE Performante parce que le Urus, quand on regarde les constructeurs de voitures exotiques ou les constructeurs comme Ferrari, Lamborghini, etc., on pense souvent que les utilitaires, ils sont là pour les sauver. Sauver, c'est un gros mot. Moi, je dis, j'aime ça dire que les sportifs sont là pour les passionnés, les utilitaires sont là pour les actionnaires. Alors, c'est pour avoir des ventes, du volume et qu'est-ce qu'on appelle de la croissance, en fait, en termes financiers. L'Urus, c'est le plus gros vendeur chez Lamborghini. On avait l'Urus régulier que tout le monde connaît, le SE qui est venu avec une motorisation hybride enfichable et le SE Performante qui va pousser la note sur cette motorisation hybride enfichable-là qui mettons, quand on parle de modèles hybrides enfichables, on se dit tout le temps, c'est de plus en plus pesant, c'est de plus en plus pesant, c'est de plus en plus pesant. Mais dans l'Urus, on dirait que les gens, c'est une Lamborghini, mais on s'en fout du poids.
ils ont réussi à réduire le poids de 32 kilos quand même. Dans la Performante, comparativement au SE, 32 kilos. Fait qu'on est allé, je peux même pas imaginer le prix des composantes qu'on a. L'échappement à Krapovic en titane, c'est déjà une petite fortune. Ouais, exactement. Donc c'est un véhicule qui est très important pour Lamborghini, qui va sous sa forme hybride affichable. J'ai pas regardé nécessairement aux États-Unis les ventes de ce véhicule-là. C'est difficile à justifier. Même, tu sais, on regarde, il y a quoi, 60 km à peu près d'autonomie tout électrique. Est-ce que les gens n'achètent pas ça pour le 60 km d'autonomie tout électrique? On achète ça parce que justement, ça a 800 chevaux à cause de l'appui électrique nécessairement, là, en quelque sorte. Ça permet de partir de la maison puis de rentrer à la maison en silence. Ça peut déjà être un argument. Tu as eu comme moi des véhicules de performance avec des échappements bruyants. Ouais. C'est toujours un atout de pouvoir s'arranger pour que ça soit silencieux, là, même brièvement. Ouais, en tout cas, le Urus, j'ai pas peur pour les ventes du Urus. D'ailleurs, j'ai même si cette variante-là, elle est un petit peu poussée, je pense que ce véhicule-là a été très payant pour Lamborghini et a fait beaucoup d'heureux, même au Canada puis aux États-Unis, pour mettre la main sur une Lamborghini qui compromet un petit peu moins côté espace de chargement. Comme son cousin plus ou moins éloigné, le Cayenne chez Porsche, qui a fait exactement la mission. Ben oui, c'est vrai. Ouais, exactement. Je suis pas le roi de la transition, là, mais on prend une petite pause. Au retour, on va parler de nos essais, dont le Porsche Cayenne électrique, et tu vas nous parler du duo Solterra et BZ. Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Marc, cette semaine, tu vas nous parler d'un duo de véhicules électriques qui a connu quand même une bonne popularité, une forte popularité au Québec depuis leur introduction. C'est le Subaru Solterra et le Toyota BZ. Ancien nom pour le BZ, c'est le BZ4X. On le connaît un petit peu plus sur le nom de BZ4X. Moi, je l'appelais déjà le BZ parce que je trouvais que BZ4X, c'était assez long. Je pense que les gens au marketing chez Toyota m'ont écouté. Puis ils ont changé pour BZ tant qu'à le faire un petit peu plus court. Tu as essayé les dernières moutures de ces véhicules-là qui ont eu des améliorations au cours de leur court chemin, mais qui a connu des hauts et des bas, comme on a dit en introduction. Oui, en fait, la phrase qui résumerait les débuts à l'époque BZ4X et le Solterra, c'est un excès de prudence. Mais un excès de prudence, mais c'est pas tout à fait étonnant avec Toyota. Toyota s'est pas établi, n'est pas devenu le premier constructeur mondial en faisant des véhicules qui cassent toujours et puis qui sont pas fiables. C'est le contraire. Et puis quand ils sont arrivés, c'est deux modèles qui partagent la même architecture, la même plateforme ETNGA dans le groupe Toyota, qui sont réservés aux véhicules électriques. Et puis finalement, les deux avaient au début, les deux premières années, honnêtement, c'était pas de bons achats parce que par excès de prudence, les concepteurs, on va dire que c'est Toyota, parce que je pense que c'est Toyota qui menait le développement technique de ce côté-là, avait limité, par exemple, le nombre de recharges rapides sur une journée. Quelqu'un qui veut partir avoir un long trajet, on était limité, on pouvait pas. Puis la puissance, le plafond de recharge était vraiment assez bas. Je pense que c'était 100 kW pour le rouage intégral, 150 pour le simple moteur. Quelque chose comme ça. Puis c'est ça aussi sa limite. Bref, il y avait toutes sortes de choses qui étaient un peu embêtantes. Puis aussi la disposition du tableau de bord. Là. Ça, c'est une longue... Je vais t'épargner la longue explication là, qui est liée à un modèle qui est vendu au Japon avec la direction électronique. Là. La direction électronique a un volant rectangulaire, parfaitement rectangulaire. Puis finalement, ça bloque pas les cadrans. Les cadrans étaient conçus pour ça. Je suis convaincu que c'est comme ça que ça s'est passé. Avec le volant rond qu'ils avaient au début, là, on voit justement, si vous regardez ça en vidéo, le volant du BZ est encore rond. Mais chez Subaru, on a eu la bonne idée. C'est l'an dernier, c'est pas en 2026, il me semble que c'est l'année précédente, de faire un volant carré arrondi, finalement. Puis c'est un volant puis ça fait une grosse différence.
c'est beaucoup moins rébarbatif, là, c'est moins difficile à consulter. Ça, c'était vraiment un défaut agaçant du début qui a été corrigé. On voit le volant justement qui est à plat. On voit mieux le tableau, la nacelle des instruments pour le conducteur. Ça, c'est bien. Mais pour ce qui a été fait, on a corrigé, on a augmenté l'autonomie, on a installé une batterie de 77 kWh. Il y a juste un modèle sur le Solterra et le BZ. Pour les modèles à deux moteurs, les modèles à rouage intégral, dont la puissance totale est de 338 chevaux. Puis ça fonctionne, c'est performant, c'est excellent. Toyota ajoute un modèle qui est à traction avec une batterie de 57,4 kWh environ, puis qui est moins puissante, mais qui vise vraiment une autonomie plus importante. En fait, non, une autonomie qui est bonne pour la taille de sa batterie. C'est-à-dire que c'est pas gigantesque. Donc, c'est le modèle plus frugal, plus économique, qui va intéresser des gens aussi. Mais moi, ce que j'ai essayé, c'est un Toyota BZ XLE, 4 roues motrices, all-wheel drive, et puis un Subaru Solterra Technology. Et ça, qui est plus cher que l'autre. Le prix, par exemple, le XLE et le BZ est à 55 810 $, le modèle que j'ai essayé. Et le Subaru, le Solterra, est à 60 790 $. Ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, parce que là, ils partagent tous leurs éléments mécaniques. C'est sûr qu'il y a des réglages qui sont différents côté suspension. Ce que j'ai trouvé bien intéressant, c'est que le XLE, le BZ, est un modèle qui est moins cossu, là, qui est moins équipé. L'équipement est un petit peu moins complet ou abondant. Okay. Puis le Solterra Technology, c'est le contraire. Il y a des éléments qui viennent ajouter des petites touches de commodité qui sont appréciées. Puis les deux sont intéressants. Surtout, entre autres, ou surtout parce que le BZ roule sur des pneus de 235 sur 60 et des roues de 18 pouces, tandis que l'autre, le Solterra, est sur des pneus de même largeur, mais de taille plus basse, des tailles 50, donc 235-50, sur des roues de 20 pouces. Ah. Ça change vraiment. C'est étonnant. C'est pratiquement deux véhicules pas mal différents en conduite. Puis c'est ça que je trouve intéressant, parce que là, on peut appliquer ça chez Subaru ou chez Toyota, le choix du modèle qu'on fait, parce que, bon, le Solterra, avec ses roues de 20 pouces, ses pneus plus larges, même largeur, mais plus bas, est plus vivant et plus amusant, plus agréable à conduire. C'est ça, hein? Puis l'autre, le BZ, il est quand même assez agile, puis très maniable en ville, puis en même temps, un meilleur roulement. T'as deux choix. C'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça donne toute la perspective, toute l'échelle des choix possibles entre ces deux véhicules-là. C'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant. Okay. Puis pour le reste, ils sont pas parfaits. Ils ont quand même des défauts assez, en plus de la vue des instruments. Pas de coffre à gants et pas de coffre avant. C'est quand même assez important côté pas de frunk. Pas de frunk, exactement, qui est le mot tellement bien trouvé en anglais. Ouais. Alors ça, c'est un peu embêtant. Il faut regarder ça côté pratique. C'est effectivement un peu embêtant. Mais du côté de l'interface multimédia, c'est pas si mal. C'est lent à démarrer. Mais pour le reste, on reconnaît la conception, la disposition des interfaces chez Toyota. C'est pas si mal. Quand même, on s'habitue assez rapidement. Mais pour le reste, la conduite est là. La banquette, c'est assez confortable aux deux rangées. Puis, il y a une bonne soute cargo à l'arrière. C'est quand même une bonne... Ouais, c'est des gros véhicules. Là. C'est ça. Puis, finalement, il y a beaucoup... Tu parlais de commandes physiques un peu plus tôt dans l'émission. Il y a beaucoup de commandes physiques. Je trouve que c'est un peu un pied de nez à ce que j'appelle le tout à l'écran, qui a été inventé par Tesla, puis qui est imité par bien des constructeurs. Ouais. Là, on voit un retour. Il y a plusieurs constructeurs qui ramènent des commandes physiques. Dans ces deux-là, dans le Solterra et le BZ, on les apprécie, les commandes physiques. Ouais. Parce que ça se marie bien avec ce qui est en affichage numérique.
Puis finalement, c'est des véhicules agréables à vivre, vraiment agréables à vivre. Oui, puis on garde les yeux sur la route, c'est tellement pas compliqué. Mais je pense que, comme tu l'as dit, les constructeurs pensaient qu'à cause que Tesla, ça vendait tellement qu'on voulait absolument tout. Absolument. Oui, on veut les moteurs et on veut les batteries de chez Tesla, mais on n'a pas besoin de nécessairement toute l'ergonomie à l'intérieur. Je suis d'accord. Il y a quelqu'un près de moi qui est un proche qui avait une Tesla Model 3. C'est quelqu'un qui aime les véhicules électriques. Il y en a eu plusieurs. Oui. Qui a vendu la Model 3 en colère parce qu'il n'arrivait pas à actionner les essuie-glaces. Il est allé chercher une Model S d'occasion pour remplacer celle-là. On s'habitue. Oui. Je me rappelle, BZ4X, Solterra avait, moi là, j'ai été dans des interventions aux nouvelles avec d'autres chroniqueurs ici dans le groupe pour des problèmes de thermopompe, des problèmes de compresseurs avec ces véhicules-là l'hiver. Avec, ces véhicules-là, ceux qui étaient équipés, parce qu'ils n'étaient pas toujours équipés de thermopompe, là, qui est, contrairement à un élément chauffant, est beaucoup plus efficace côté consommation d'électricité pour le chauffage en hiver. Et puis, souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est que ces véhicules-là électriques, dans tous les véhicules électriques, quand que la batterie elle est à une certaine température, le cerveau de la batterie prend certaines décisions pour ne pas compromettre soit l'autonomie, ne pas compromettre l'intégrité des cellules. Et dans l'esprit de conservatisme un peu de Toyota, je pense qu'on voulait à tout prix protéger cette composante-là qui est la batterie pour que pas perdre d'avoir des défauts là, avec ces véhicules-là, qu'on a programmé ces modules-là pour qu'ils prennent certaines décisions pour protéger ces composantes-là. Et puis, la thermopompe, essentiellement, ne fonctionnait plus. On n'arrivait pas à dégivrer les vitres, etc. Donc, je pense que chez Toyota puis Subaru, on a dit dans les communiqués de presse que j'ai lus qu'on avait recalibré ces éléments-là parce que c'était pas, il y a eu peut-être des défauts avec la thermopompe ou le compresseur parce que ce qui arrivait chez les concessionnaires, les gens qui m'écrivaient, ils remplaçaient le compresseur, mais c'était pas nécessairement ça le problème parce que la décision était pas au compresseur, était aux batteries. Ce que je peux te dire, c'est que je les ai pas essayés en conditions hivernales, mais j'ai les climatiseurs en ce moment, on sert du climatiseur dans les véhicules. La climatisation est ni tellement puissante ni tellement rapide. OK, bon. Voilà. Ben écoute, peut-être un signe. Peut-être que je me trompe, peut-être aussi c'est le compresseur qui était pour de ce côté-là. On n'a pas été capable de creuser plus profondément dans ce problème-là parce que justement les questions qu'on pose des fois c'est plus difficile. Mais un compresseur, il y en a un dans la climatisation aussi. Oui, là, exactement. Oui, fait que c'est peut-être c'est peut-être relié, peut-être un mélange entre la programmation et le compresseur. En tout cas, tout pour dire que j'espère, pour les gens qui m'ont posé cette question-là, j'espère que ça a été réglé. On va faire un essai hivernal avec ces véhicules-là éventuellement, puis on va être capable de vous revenir avec ça. Pour ma part, j'ai été essayé en Allemagne une batterie de véhicules Porsche, dont la 911 GT3 SC, dont je ne peux pas parler aujourd'hui à l'émission. C'est bien dommage parce que j'aurais aimé parler de ça avec toi. Mais j'ai pu mettre la main sur un Porsche Cayenne S électrique. Quand j'ai vu les Porsche Cayenne dévoilés, les Porsche Cayenne électriques dévoilés, je regardais les photos puis je me disais, tu sais, quand on a, que ce soit du côté du Cayenne ou du Macan, on a des éléments de style qui diffèrent sur ces véhicules-là. Puis quand je regardais ces photos-là, je me disais, c'est un véhicule qui est cher. Je sais pas si ça va intéresser beaucoup de monde. Et la conduite, où est-ce qu'on en est avec ces véhicules-là. J'ai pu essayer le Cayenne S, puis honnêtement, assis dans ce véhicule-là, l'assemblage, les matériaux, tu sais, c'est extrêmement bien fait. Ça n'a pas l'air sur les photos quand on regarde les photos de presse, mais vraiment là exceptionnel. La conduite, je peux vous dire, est extrêmement performant. Là, on parle de 536 chevaux dans le Cayenne S, puis 657 chevaux avec la fonction départ canon. On a toutes on avait dans les véhicules d'essai toutes les composantes comme le vecteur de couple, la suspension active, etc., etc. Ce sont des véhicules qui sont extrêmement performants, rapides. C'est très difficile de leur trouver des défauts, puis ils sont faciles à conduire parce que ces composantes de suspension-là font que le poids n'est plus nécessairement un problème perceptible pour le conducteur.
Je te ramène, Marc, il y a à peu près 10 ans de ça. Okay. Toi et moi, on avait fait un voyage sur la Cabot Trail avec des Porsche. Je pense qu'il y avait des Macans, etc. Puis on partait le matin avec un Macan régulier, puis l'après-midi, on échangeait pour un Macan GTS. Puis, qu'est-ce qui me dérange? Là, je parle de Macan, je parle de Cayenne, etc., mais ça s'applique aux deux. C'est avec les Porsche électriques, t'as... Mettons Cayenne régulier, Cayenne S, Cayenne Turbo qui est extraordinairement performant. Macan, la même chose. On a le Macan régulier, le Macan Turbo, etc. Quand on voyageait ensemble sur la Cabot Trail, les personnalités de ces véhicules-là étaient extrêmement différentes. Tu sais, t'embarquais dans un Macan régulier, on avait le petit moteur. Là, on arrivait dans le GTS. C'était un hot rod. La sonorité changeait, le comportement changeait complètement. Tandis que dans les véhicules électriques, la lignée Cayenne, par exemple, électrique, ou même du côté du Macan que j'ai pu conduire, c'est beaucoup plus difficile de les différencier. Okay. C'est beaucoup plus difficile de dire, ça, c'est un S, ça, c'est un turbo, à part quand que tu écrases l'accélérateur, par exemple, ou les équipements qui sont de série sur chacun des véhicules, c'est différent. Mais c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup des véhicules à essence de chez Porsche. C'est plus difficile du côté électrique de les distinguer, en fait, dans la conduite. Mais ça n'enlève pas moins que c'est extraordinaire, pareil, à conduire. C'est extraordinaire à piloter, puis même à vivre au jour le jour avec ces véhicules-là. Puis j'aimerais terminer avec une petite visite dans une station de recharge que j'ai faite à Stuttgart, en Allemagne, parce que justement, on a pu visiter un nouveau concept de station de recharge qu'on voit souvent sur les communiqués de presse. Les constructeurs introduisent des salons, des stations de recharge qui a un restaurant, etc. Mais chez Porsche, on a pu visiter cette station-là qui était assortie d'un petit café, en fait, avec des salles de bain, un réfrigérateur où est-ce que tu pouvais acheter une boisson, etc. Même avec une puissance de recharge extrêmement élevée, qui est à peu près 400 kW là, sur la Cayenne, ça nous a encouragé quand même à aller se faire un café, à aller chercher une boisson, etc. Il y en a à peu près 10 des salons de recharge comme ça en Allemagne, en Autriche et en Suisse. C'est extrêmement propre. Ça fait partie un peu de l'identité de marque de Porsche, je pense, d'offrir quelque chose d'un petit peu plus agréable comme expérience de recharge. Évidemment, ça, c'est en Europe. Ce ne sont pas des concepts qui sont nécessairement exportables toujours, mais c'est toujours le fun à visiter. Marc, je te remercie beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui, en fait, à l'émission, parce que justement, ton expérience et ton savoir à propos du guide et des véhicules est essentiel à notre organisation, puis que t'aies pu venir passer une heure avec nous autres, c'est vraiment cool. La semaine prochaine, on va recevoir quelqu'un d'autre du guide de l'auto, puis moi, je vais pouvoir vous parler de la 911 GT3 SC, du Ram 1500 TRX SRT, puis de toutes sortes d'autres trucs qu'on a pu essayer cet été. Merci d'avoir été parmi nous. Le guide de l'auto. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.